La police ne tue pas, comme la ceinture de sécurité ne tue pas. Si quelques personnes meurent sans doute chaque année noyées ou brûlées dans leur voiture coincées par leur ceinture de sécurité, dans l'immense majorité des cas, la ceinture de sécurité sauve des vies. Évidemment, pour les quelques victimes de la ceinture de sécurité, il faut chercher les dysfonctionnements, punir d'éventuels fabricants ou installateurs s'ils sont fautifs et tenter d'améliorer les choses pour réduire le nombre de victimes, mais sans réduire pour autant le nombre de vies protégées. Il en est de même pour la police et la gendarmerie. Dans l'immense majorité des cas, ces agents sont les uniques garants de notre sécurité et je salue leur courage et la qualité de leur travail. La violence est malheureusement parfois un moyen indispensable pour protéger les citoyens, c'est la violence légitime. Dans un contexte de hausse continue de la violence à l'encontre des policiers et des gendarmes, de judiciarisation croissante de leur action et de sentiments d'insécurité juridique largement exprimés par les agents sur le terrain, nous devons impérativement non pas élargir les conditions légales d'usage des armes, mais sécuriser juridiquement les agents lorsqu'ils font usage de leurs armes dans un cadre défini par la loi. Nous devons protéger ceux qui nous protègent et comprendre que la mission que nous confions aux forces de l'ordre est beaucoup plus compliquée sur le terrain que ce qu'imaginent les théoriciens et les idéologues assis dans un bureau. La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a instauré, à l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure, un régime unifié d'usage des armes. Ce régime repose sur 3 principes fondamentaux: l'absolue nécessité, la stricte proportionnalité et l'intervention dans l'exercice des fonctions avec uniforme ou signe distinctif. Cette loi a autorisé l'usage de la force publique, l'a encadré strictement, mais l'a placé en réalité sous un soupçon permanent. Ce doute n'est ni neutre ni accidentel, il est idéologique. Il traduit une vision dans laquelle l'autorité serait par nature suspecte et la force légitime toujours présumée abusive. Insidieusement, ce doute est devenu juridique, procédural, systémique. Il pèse sur chaque intervention et en pratique, les agents restent exposés à des poursuites pénales systématiques, des enquêtes longues et éprouvantes, une exposition médiatique forte et un sentiment durable de culpabilité et de fragilisation professionnelle. Ce décalage entre le cadre légal et la réalité procédurale nourrit une forme d'inhibition opérationnelle préjudiciable à l'efficacité de l'action publique et à l'autorité de l'État. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de franchir une nouvelle étape avec cette proposition de loi qui prévoit la création d'un nouvel article L. 122-6-1 du Code pénal. Cet article institue une présomption simple de légitime défense au bénéfice des gendarmes, des policiers nationaux et des policiers municipaux lorsque ceux-ci font usage de leurs armes dans des conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure. Il s'agit d'un outil procédural et non d'un élargissement des cas d'usage de la force, créant une présomption strictement réversible. La présomption proposée ne supprime pas le contrôle du juge, elle peut être renversée par l'enquête judiciaire et elle tombe en cas d'usage manifestement disproportionné ou contraire à l'absolue nécessité. Le dispositif maintient un équilibre entre protection des forces de l'ordre et garantie de l'état de droit. Alors c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut bien évidemment maintenir la possibilité de contrôle du juge, mais la loi devrait donner au juge une règle plus claire autorisant expressément l'usage de son arme par un policier ou un gendarme en cas de tentative d'atteinte à son intégrité physique. Oui, l'utilisation de l'arme est la réponse proportionnée et nécessaire lorsqu'un individu tire des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre, parce qu'un mortier d'artifice est destiné dans ce cas à brûler, à défigurer, à rendre aveugle ou à tuer des représentants de l'État. Oui, agresser physiquement un policier doit être une activité à très haut risque pour l'agresseur et ce sera très dissuasif. Et non, nous ne devons pas demander à un policier d'attendre d'être blessé ou mort pour être certain qu'il aurait pu utiliser son arme. Je l'ai déjà dit, le crime est nettement plus lucratif que le maintien de l'ordre. Faisons au moins en sorte que le maintien de l'ordre soit moins risqué pénalement et physiquement que le crime. Au nom de quel principe peut-on demander à nos forces de l'ordre d'accepter d'être atteintes dans leur chair ? Quelle justification pourrait nous permettre d'imposer à ces hommes et ces femmes de renoncer aux moyens leur permettant de préserver leur intégrité physique ? Nous devons résorber cette fracture persistante entre la lecture juridique et la lecture opérationnelle de l'action policière. Dans un contexte sécuritaire de plus en plus dégradé, nous devons rééquilibrer le rapport de force à l'avantage de nos agents, parce que force doit rester à la loi. Ce texte n'est donc qu'une solution tiède à une situation brûlante. Mais c'est un début, et le refuser, ce serait d'accepter l'effacement progressif de l'État. Le voter, c'est commencer à réaffirmer l'ordre républicain, l'autorité légitime et les fondements même du contrat social.
C'est ce choix politique clair que le groupe UDR assume aujourd'hui, ce choix attendu par des millions de Français. Nous voterons ce texte